Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur les enjeux de la dynamique bancaire africaine, avec notre dossier du jour qui sera consacré au métier de la banque. Au programme également de cette émission, les ministres du G5 Sahel se sont réunis ce mardi 6 juin pour accélérer la création d'une force conjointe de lutte contre le terrorisme. Et au Tchad, la grève des enseignants se poursuit, mettant en danger l'année académique pour les étudiants. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos invités, Linda Afing-Kouassi, vous êtes directrice générale du cabinet Kaizen, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Et avec nous également Alexis Kniolman, vous êtes consultant financier, bienvenue. Merci, bonsoir. Tout de suite l'actualité du jour. La réunion des ministres du G5 Sahel avait lieu ce mardi 6 juin à Bamako, au Mali. La priorité inscrite à l'ordre du jour était la création effective d'une force conjointe destinée notamment à lutter contre le terrorisme. Cette force devrait compter 10 000 hommes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Conjointe du G5 Sahel se précise. Réunis au Mali du 5 au 8 juin, les ministres des 5 pays membres se sont penchés sur la concrétisation de la résolution 001, adoptée le 6 février 2017 par les chefs d'État, instituant la mise en place immédiate d'une force conjointe à même de contenir les menaces terroristes qui planent sur la zone. Le financement de cette force constituait un problème. Cette rencontre a vu la participation de Federica Mogherini, vice-présidente de l'Union européenne, qui a apporté tout le soutien de son organisation après l'aval de l'Union africaine. Ce sont 10 000 hommes composés de militaires et policiers qui investissent la zone située entre le Mali, le Burkina et le Niger. L'Union africaine a été saisie pour nous permettre d'avoir un mandat de l'Union africaine et assurer la cohérence du déploiement de cette force avec l'architecture africaine de paix et de sécurité. Ça, c'était le premier élément. Ça, le 13 avril, nous avons eu ce mandat de l'Union africaine. L'autre étape maintenant, c'est de pouvoir disposer d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il s'agit de déployer une force qui va avoir un impact sur la paix et la sécurité de l'ensemble de la région. Pour les pays membres du G5 Sahel, la lutte contre le terrorisme concerne toute la communauté internationale. Consciente de la menace, l'Union européenne a décidé d'apporter un soutien financier à la force conjointe à hauteur de 50 millions d'euros. On partage la même région du monde. C'est clair que ce qui se passe ici au Sahel a des conséquences en Europe et l'inverse aussi est vrai. Et c'est pour ça qu'on a commencé depuis 2 ans à travailler vraiment ensemble sur les domaines de la sécurité, sur le domaine du changement climatique, sur le domaine du développement soutenable. En marge de ce Conseil des ministres, 75 jeunes de l'espace G5 Sahel et d'Europe ont échangé avec les ministres et Mme Mogherini sur le rôle qu'ils peuvent jouer pour endiguer l'extrémisme violent. Prochain rendez-vous, le 2 juillet pour un sommet des chefs d'État du G5 Sahel à Bamako. Linda Afing-Kouassi, on a vu ce reportage donc avec cette réunion du G5 Sahel pour la création d'une force conjointe de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Que pensez-vous de cette initiative ? Alors je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'ensemble on pourra enfin trouver une résolution à ce problème qui touche tout le monde et on est obligé de partager nos informations, de collaborer amplement et de surtout avoir une communication mise en place pour bien évidemment mettre en place une sécurité à toutes nos frontières. Donc je trouve que cette initiative est vraiment la bienvenue. Alexis Kniolman, quel regard portez-vous sur cette initiative ? Alors, comme le disait Madame tout à l'heure, je pense que c'est une très bonne initiative. Après, le sujet, il est un peu plus profond parce que la question de la sécurité, elle est centrale. Il faut bien rappeler que l'Union africaine, ou disons sa composante du G5 pour les pays qui sont concernés sur le sujet dans le Sahel, d'abord, c'est la force Barkhane avec la France qui essaie de passer la main, vu que la mission était plutôt une mission de coopération, puis de transmission de la mission d'assurer la sécurité dans la zone. Après, il y a le sujet des moyens, parce qu'effectivement, l'Union africaine est régulièrement critiquée sur son inaction quand il y a des conflits ou il y a des actions à mener. Là, ils avancent, ils essaient de faire des choses. La question des moyens et des opérations en tant que telles, c'est un sujet, enfin un tout autre sujet en fait à voir.
Et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo nous a rejoint. Bienvenue Jean-Marie. Merci Fanny, excusez-moi du retard, des embouteillages. Jean-Marie, on a vu cette initiative, cette création d'une force conjointe, 10 000 hommes sur le terrain. Quel est l'intérêt de cette force ? L'intérêt de la force, c'est-à-dire, c'est la mutualisation, tout simplement. Vous avez aucun pays en Afrique qui est capable de faire front, si vous voulez, à l'enjeu du terrorisme. Donc cette coopération elle est nécessaire dans la mesure où elle permet de mutualiser les moyens entre les États et de renforcer les moyens de renseignement à la disposition de chacun des États. Dès l'instant que vous formez une coalition, ça voudrait dire que vous avez une intensification de l'échange des informations que vous avez entre les différentes armées et les différents pays. Et ça peut contribuer énormément à ralentir. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas demain qu'on va éradiquer, si vous voulez, le mouvement du terrorisme. Et ces coopérations-là sont nécessaires tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'aucun pays n'a les moyens, c'est-à-dire seul, de pouvoir faire face à des groupes qui sont des groupes qui mutent, c'est-à-dire pratiquement dans le temps, en fonction des intérêts, des enjeux économiques qui sont posés sur la table, dont les groupes mutent au fur et à mesure. Et de l'autre côté, vous avez ce que j'appellerais une lutte asymétrique, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez des armées qui sont formées d'un côté, et de l'autre côté, ce sont des groupuscules qu'on ne peut pas contrôler. Donc il est nécessaire de pouvoir renforcer le niveau de renseignement qui peut circuler entre les États en tant que tel. Et ça, c'est très, très important. Et je trouve que, bon... Là, nous voyons le G5 au niveau du Sahel. C'est à peu près la même chose qui se passe en Afrique centrale avec le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et tout ce qui s'ensuit. Donc ces coopérations-là et ces collaborations-là sont nécessaires pour pouvoir essayer de ralentir, éradiquer et apporter la sécurité à la majorité. Mais Jean-Marie, l'intervention qui a eu lieu dans le nord du Mali, malgré cette intervention, les attaques terroristes elles se poursuivent, elles continuent. Est-ce que cette force conjointe va changer la donne ? Ça va un peu sécuriser la zone, Fanny. Mais le problème, c'est que le problème du terrorisme, ce n'est pas un problème uniquement africain, c'est un problème mondial aujourd'hui. Nous avons vécu ce qui s'est passé à Londres il y a quelques jours. Vous avez pratiquement tous les mois aujourd'hui, vous avez un incident qui se produit, si vous voulez, dans le cadre du terrorisme. Donc ce terrorisme-là, il mute, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, les attentats de Londres, ce n'est plus les attentats que nous connaissions avant, c'est-à-dire qu'on va poser des bombes. Maintenant, vous avez des individus qui prennent des véhicules, qui font sur les gens, qui les tuent. Donc c'est un travail de très très longue haleine. Quel que soit, vous ne pouvez jamais avoir le risque zéro dans une situation comme celle-là. Donc, il faudrait que le monde entier, c'est-à-dire que nous nous habituons à vivre avec le terrorisme en tant que tel, parce que ça ne pourra pas changer du jour au lendemain. En moins de changer, si vous voulez, la base des choses qui est quoi, parce que nous parlons du terrorisme aujourd'hui. Il convient aussi de remonter en amont et de se poser la question de savoir quelles sont les causes du terrorisme. Tant que, si vous voulez, on n'éradique pas les causes du terrorisme, nous allons vivre avec ce terrorisme dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique chez nous et que ce soit en Europe. Merci. Dans l'actualité également, les grèves se poursuivent dans l'enseignement au Tchad. L'université de N'Djamena reste fermée. Les enseignants réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire et de primes de recherche. Les autorités tentent, elles, de sauver l'année académique en cours. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Marcel Fabamaroun. Au Tchad, les enseignants du supérieur et les étudiants de l'université de N'Djamena sont en grève. Selon le syndicat des enseignants du supérieur, les personnels contractuels des universités accusent 16 mois d'arriérés de salaire et ceux intégrés à la fonction publique revendiquent 9 mois d'arriérés de primes de recherche. L'Union nationale des étudiants tchadiens, quant à elle, exige l'amélioration des conditions socio-académiques des étudiants. Les enseignants et chercheurs de l'université de N'Djamena et ceux des autres provinces sont partis en grève parce qu'ils ont accusé assez d'arriérés de primes et indemnités. Donc au niveau de l'université de N'Djamena, si on peut évaluer, cela équivaut déjà à 8 mois. Les enseignants sont sans primes, sans indemnité, alors que les primes et indemnités font partie du salaire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de bibliothèque digne de nom à l'université de N'Djamena et ni une salle d'informatique pour toutes les facultés. Pourtant, c'est le monde de technologie, de l'information et de communication. Donc il faut tout ça là pour les étudiants afin de se conformer au XXIe siècle. Les autorités en charge de l'enseignement supérieur estiment que l'accumulation des arriérés des primes de recherche des enseignants est due à la tension de trésorerie que traverse le pays. Elles tentent tout de même de rassurer ces derniers que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour étudier et répondre à ces revendications dans un bref délai. Nous avons échangé avec les syndicats, on leur a donné toutes les informations quant aux démarches qui sont en train d'être faites en vue de payer les salaires en retard. Donc on a expliqué tout le processus et nous avons à la fin demandé
aux syndicats de comprendre la situation et d'essayer de faire en sorte que dès qu'il y aura des d'exécution des paiements des salaires, qu'on puisse lever la grève pour permettre donc de rattraper l'année. Rappelons qu'au Tchad, le gouvernement et les syndicats, à l'issue d'un dialogue, ont signé en avril 2017 un protocole d'accord pour mettre terme aux multiples grèves qui fragilisent les institutions publiques. Selon certains observateurs, cette grève des enseignants du supérieur remet en cause le protocole d'accord signé entre les deux parties. Linda Finkwasi, que pensez-vous de la situation au Tchad avec ces fonctionnaires et notamment dans le secteur de l'enseignement qui sont en grève? Alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai une vraie passion pour tout ce qui est enseignement et je trouve que c'est dommage de monopoliser le futur des générations qui sont pénalisées aujourd'hui. Et j'estime que chaque profession que nous prenons, nous les prenons parce que nous avons un certain amour et une passion, notamment le métier d'enseignant et le métier de médecin que je mettrais quand même dans le même panier. Et il serait vraiment temps que les politiques essaient de trouver une solution assez rapide pour pouvoir favoriser le développement des générations qui sont en train, si je peux utiliser le terme, d'être sacrifiées. En même temps, il faudrait que les syndicats aussi rappellent les enseignants, je pourrais dire, à l'ordre pour leur rappeler le besoin d'inculquer cette éducation aux personnes qui sont en train d'en pâtir et ensuite essayer de trouver un moyen, si on veut dire, dans une discussion saine ensemble, parce que 8 mois, ça fait quand même long. Donc les politiques devraient quand même rémunérer à une hauteur selon leurs capacités et les enseignants devraient aussi comprendre qu'il y a, comme ils viennent de l'expliquer, un gros problème de trésorerie. Donc pour ceci, il faudrait vraiment que l'amour du rôle et du travail en lui-même, de la vocation renaisse pour que malgré tout, les enseignants essaient de faire de leur mieux pour pouvoir en même temps assurer un futur à ces générations-là. Mais en le faisant, il faudrait qu'il y ait des discussions assez claires avec des délais qui seraient donnés pour au moins un certain taux de la rémunération. À ce moment-là, je pense que cela favoriserait la sortie de cette crise. Alors justement, Jean-Marie, on est déjà au mois de juin. Est-ce qu'il est encore possible de sauver l'année académique au Tchad ? Je ne pense pas qu'il soit possible, à moins que vraiment que les discussions s'accélèrent. Je reviendrai sur une chose là-dessus, Fanny, qui me semble très très grave et très importante, comme notre invité vient de le souligner. En Afrique, nous oublions une chose, l'État a des fonctions régaliennes. Nous avons toujours poursuivi, si vous voulez, un certain nombre d'objectifs qui sont les objectifs des pays industrialisés. Quand l'Afrique postule à l'émergence, la vraie force d'une nation, c'est quoi? C'est sa population. Et de sa population, il y a la fonction de l'éducation qui est la fonction première. Vous pouvez postuler à l'émergence. Si vous n'avez pas les forces vives nécessaires dans la nation, comment allez-vous faire pour contribuer à cette émergence-là? La plupart du temps en Afrique, ce n'est pas qu'au Tchad, ça arrive dans beaucoup d'États africains. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les États négligent la fonction éducative dans un pays, puisque de mon point de vue, c'est la fonction essentielle. Sans cette fonction-là, vous ne pouvez pas avoir des médecins dont Madame parlait là tout à l'heure, vous ne pouvez pas avoir des ingénieurs, vous ne pouvez pas avoir des techniciens pour pouvoir faire développer le pays, alors que c'est une nécessité accrue pour tous les États africains aujourd'hui. Je ne comprends pas qu'en termes de prévision, on ne puisse pas prévoir que dans le budget de la nation, quand on pose la loi des finances sur la table, cette loi des finances, ça comporte différents volets. Et ce volet-là, si vous voulez, ce sont des volets prioritaires. Je veux bien que dans un pays comme le Tchad, nous venons de parler du terrorisme. Vous avez la crise pétrolière, c'est-à-dire qui est passée par là, ce qui a contribué à obérer énormément, c'est-à-dire les ressources de l'État. Mais quand même, il y a une des fonctions régaliennes de l'État qui me semble importante et nécessaire dans le cadre du développement des États africains, c'est l'éducation. Cette éducation-là, tous les États devraient en faire une priorité. Et essayer de maîtriser, si vous voulez, le plan directeur. Parce qu'en Afrique, on nous a parlé d'une chose, c'est-à-dire quand vous allez en Afrique aujourd'hui, c'est la privatisation de tous les établissements. Vous privatisez les établissements et la part du public devient de moins en moins importante. Alors que nous savons très bien que l'éducation, n'est pas une marchandise comme les autres. C'est une marchandise à part. La laisser au privé, encore faudrait-il que l'État soit vigilant là-dessus. Mais Jean-Marie, est-ce que l'État tchadien aujourd'hui est encore en mesure de payer ses fonctionnaires? Est-ce que ce n'est pas un État qui est au bord de la faillite? C'est fort possible qu'on dise que l'État est au bord de la faillite. Tout simplement, je dis toujours sur ce plateau une chose, c'est que nos États manquent de prospective, de prévision en tant que telle. C'est-à-dire nous agissons au jour le jour, c'est-à-dire en fonction des événements, nous agissons. On dresse les lois des finances. Vous avez le ministère des budgets dans tous les États africains. Mais on se pose la question de savoir, quand on pose une loi de finances sur la table, quelles sont les priorités qui sont données à cette loi des finances? Je veux bien que le Tchad a énormément, c'est-à-dire souffert.
Ils ont dépensé énormément de fonds dans la lutte contre Boko Haram, mais quand même, c'est une des fonctions régaliennes de l'État qui me semble la fonction vitale en tant que telle. Merci, nous allons marquer une courte pause. On attend la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.